Bonjour et bienvenue pour ce troisième webinaire du CERA. Je m'appelle toujours Jean-Jacques Brunet comme la dernière fois et on va entrer aujourd'hui un petit peu plus dans les détails de ce dont on avait parlé les autres fois. Je vous rappelle que le premier webinaire c'était les étapes incontournables de la transmission. Le second webinaire, c'était les pièges et obstacles. Et le troisième webinaire, on va reprendre parler aujourd'hui de la reprise d'une affaire technique et se poser la question de savoir si un non-ingénieur peut reprendre une affaire technique. C'est une question qui nous est souvent posée par nos adhérents, aussi bien les adhérents repreneurs que les adhérents cédants. Et nous allons en parler dans quelques instants. Mais avant ça, comme vous êtes nombreux à vous être inscrits, nous ne pourrons pas prendre vos questions oralement, ce serait trop difficile à gérer, mais nous sommes tout prêts à prendre vos questions par écrit auxquelles on répondra aujourd'hui ou auxquelles on répondra ultérieurement. Alors pour poser vos questions par écrit, en bas à droite de votre écran, vous avez à la toute dernière ligne une case, une ligne chatter ou chat. Vous cliquez là-dessus et vous pourrez ensuite lancer toutes vos questions. Questions, remarques, critiques et encouragements. Et éventuellement félicitations, qui sait. Ça nous ferait plaisir de savoir que vous avez apprécié notre présentation. Alors, allons-y pour le pour la première étape. 57% des affaires à reprendre sont dites techniques. Alors quand on dit technique, pour nous, ça veut dire le bâtiment, d'une part, la production, d'autre part, ce qui ne signifie pas que certaines affaires de négoce ou de service ne soient pas techniques, dans un autre type de technicité. Mais la technique des bâtiments et la technique des sociétés industrielles sont des techniques qui sont plus a priori dans le domaine de l'ingénieur que dans le domaine des autres types de formation. Alors ingénieur, vous voyez une charmante dame là qui représente 32% de de nos adhérents qui ont une formation d'ingénieur ou assimilé. Ces renseignements sortent de l'Observatoire de la transmission CERA 2017 que je vous engage à regarder sur notre site si vous voulez approfondir ce genre d'informations. Alors, ingénieurs 32%, 57% d'entreprises qui théoriquement leur sont destinées. Comment faire reprendre les autres entreprises et qui peut reprendre des entreprises qui sont normalement du domaine de l'ingénieur alors qu'on n'en a pas la formation. Alors votre reprise, ça dépend bien sûr de l'entreprise que vous allez sélectionner, ça dépend de vous, ça dépend du banquier, et ce n'est pas tout à fait accessoire, et ça dépend bien sûr du cédant. Nous allons une à une regarder chacune des parties prenantes, voir ses réactions et voir ce qui peut permettre ou ne pas permettre la reprise par un non-ingénieur d'une entreprise qui se veut technique. Alors, voyons d'abord l'entreprise. Quel est son degré de technicité? Alors, c'est toujours très difficile à définir, mais on va donner quelques exemples pour mieux figurer les difficultés éventuelles. Est-ce que c'est une technicité évidente? Vous visitez une menuiserie, par exemple, vous comprenez, vous n'êtes pas capable de faire le métier des gens qui menuisent, mais vous comprenez très bien de quoi il s'agit. C'est ce que j'appelle une technicité évidente. Technicité peut être beaucoup plus pointue et dans ce cas-là, elle est réservée à des gens qui ont reçu la formation pointue qui correspond et c'est vraisemblablement interdit à quelqu'un de l'extérieur des professions ingénieurs et autres. Et puis, il y a la technicité que j'appelle hermétique. Alors, hermétique, ça veut dire une technicité comme celle de la chimie ou comme celle de la pharmacie. Si on n'est pas vraiment de ce domaine-là, il n'est pas question de reprendre une entreprise comme celle-là. Ensuite, quelle est la taille de l'entreprise?
au CRA, nous encadrons des gens qui vont reprendre des entreprises entre 5 personnes et 100 personnes. En gros, c'est ça. L'essentiel des reprises portant sur des sociétés qui sont entre 5 et 50. Alors, est-ce qu'une TPE peut être reprise par quelqu'un qui est non ingénieur si c'est une TPE qui est très, très, très technique? Est-ce qu'une PE, petite entreprise, peut l'être? Est-ce qu'une PME peut l'être? Et là, le phénomène de taille joue d'une manière extrêmement dangereuse dans les TPE. Les TPE sont souvent des entreprises techniques, mais qui sont issues de l'artisanat. Et si quelqu'un qui n'est pas artisan de ce métier-là ne pourra jamais reprendre une TPE. Admettons que vous vouliez reprendre une société de plomberie de 5 personnes. Et si vous n'êtes pas du métier, que pourrez-vous faire devant une équipe où chacun des 5 membres du personnel est plombier et vous ne l'êtes pas? Vous ne pourrez rien faire et vos activités, vos capacités en gestion, en commercial, en finance ne pourront pas être utilisées de manière efficace. Si c'est une petite entreprise, imaginez une plomberie de 15 personnes, vous pourrez certainement mieux utiliser vos capacités et vous n'aurez pas à mettre la main à remonter les manches et à faire le travail vous-même à la place des gens que vous dirigerez. Et si c'est une moyenne entreprise, il est évident que le problème se présentera d'une manière encore plus ouverte pour vous, non ingénieurs. On va essayer de montrer, de faire figurer ça sur une courbe. Difficulté de la reprise. La difficulté de la reprise va en augmentant avec la technicité. Alors, j'ai fait figurer là les sociétés du BTP comme étant des sociétés à faible technicité, mais bien sûr, il y en a là-dedans qui ont une grande technicité, mais une technicité qui est évidente. Les sociétés de la mécanique sont d'habitude compréhensibles pour des gens qui ont l'esprit ouvert à la mécanique, même s'il s'agit de mécanique fine, très, très spécialisée. Si on touche à la chimie, je dirais impossible pour un non-chimiste, pour un non-ingénieur chimiste, et si on touche à la pharmacie, même chose. L'autre aspect, c'est la taille. La taille de l'entreprise, eh bien, la difficulté de reprendre va en diminuant avec la taille de l'entreprise. Si je pousse mon raisonnement à l'extrême, je dirais qu'une grosse entreprise à haute technicité peut même être reprise par un énarque. On peut tout imaginer. Le cas se présentera rarement, mais nous avons eu quelques énarques dans nos repreneurs et ils n'ont pas repris de toutes petites entreprises, ils ont repris des entreprises moyennes ou relativement grosses. J'en ai fini avec l'entreprise et je passe au repreneur. Le repreneur, c'est vous. Le repreneur et ses motivations. Alors, quelles peuvent être les motivations qui mènent un repreneur à vouloir reprendre une entreprise technique? Quelquefois, vocation freinée. Exemple vécu récemment, un homme qui voulait être architecte, dont la vocation avait été freinée par ses parents, qui lui avaient dit non, il faut que tu gagnes ta vie à coup sûr. Le métier d'architecte est un métier qui est un métier d'artiste, il est beaucoup trop dangereux. Fait une école de commerce. Alors, il avait fait une école de commerce, il avait travaillé pendant 25 ans dans une banque, et il avait toujours sur l'estomac d'avoir une vocation freinée. Qu'est-ce qu'il a repris? Eh bien, il a repris une entreprise dans le bâtiment travaux publics, et il a repris une entreprise de construction de pavillons en bois. Il est enfin devenu l'architecte qu'il avait rêvé d'être depuis 25 ou 30 ans. Il y a le bricoleur chevronné. Alors le bricoleur chevronné, c'est par exemple celui qui a construit sa maison, ou qui adore travailler sur des machines à bois. Danger. Il va peut-être reprendre, alors prenons celui qui travaille sur les machines à bois et qui y prend grand plaisir. Quand il reprend une entreprise, il peut être tenté par une menuiserie. Et là aussi, contre-exemple, il ne faut pas
que le bricoleur chevronné pense qu'il pourra lui-même travailler comme ses ouvriers sur les machines et y retrouver le même plaisir. Il devrait être le patron de l'entreprise, il devra aller chercher les chèques chez les clients qui ont de la peine à payer et il ne travaillera pas sur machine. Et là, nous avons vu un exemple au CRA d'un repreneur qui a repris une entreprise qui faisait des fenêtres en bois et qui a déposé son bilan quelques années après. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu s'amuser et rester bricoleur dans son entreprise au lieu de devenir patron. Donc, êtes-vous d'abord patron? Tradition familiale, quelquefois, des cédants nous disent mon grand-père était industriel, mon père l'était aussi, moi j'ai dérivé, mais je voudrais bien retourner à l'industrie. Et c'est un motif qui est aussi valable que les autres. À voir si les banquiers y seront sensibles, si le cédant y sera sensible, mais pourquoi pas. Maintenant, j'arrive aux fantasmes que les uns ou les autres peuvent avoir. Certains rêvent d'entreprises réellement industrielles parce que vous voyez qu'il y a un petit schéma d'une fusée qui part dans les astres, c'est très gentil, mais notre tâche à tous au CRA est de freiner ce mouvement et de nous assurer que le repreneur se lance dans une reprise avec un petit peu d'objectivité et de bon sens et qu'il pourra réaliser ce qu'il désire. Témoignage d'un lauréat de la reprise. Voici un exemple d'un lauréat d'une reprise de chaussettes techniques, Daniel Porte, qui était à ESSEC. Le cédant cherchait un profil de développeur pour développer sa société au-delà de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Donc vous voyez, l'attitude du cédant importe beaucoup dans la possibilité ou non pour un non-technicien de reprendre une entreprise technique. Et nous allons, si tout va bien au point de vue technique, lancer un petit film de 2 minutes 30 sur la réussite de Daniel Porte. Je suis en arrêt, j'attends un signe de mes collègues qui doivent me dire si le film démarre ou non. Sinon, nous continuerons et nous reprendrons à Daniel Porte à un autre moment. Bon, c'était un bon exemple. Ça pourrait être un bon exemple, mais nous l'avons peut-être ailleurs. Est-ce qu'on peut le consulter sur le site éventuellement? Oui. Oui, on vous en reparlera tout à l'heure, on vous dira comment trouver ce témoignage qui serait bien tombé là, mais vous savez, la technique est quand même difficile. C'est aussi une technique de lancer un webinaire dans laquelle nous nous lançons avec enthousiasme, mais quelquefois c'est un petit peu délicat. Donc je continue jusqu'au moment où on m'interrompra pour me dire que on a trouvé une solution. Les 2 minutes 30 de reportage, je les passe. Je m'adresse maintenant je passe au rôle du banquier. Vous êtes brillant, ancien élève d'une école de commerce ou vous avez fait de la banque vous-même et vous allez reprendre une entreprise technique. Et vous allez voir votre banquier, quand je dis votre banquier, c'est éventuellement le banquier de la société que vous allez acheter, c'est plusieurs banquiers à mettre en concurrence, bien entendu. Et pour chacun d'entre eux, ce sera le même raisonnement. Vous devrez le convaincre. Alors, convaincre le banquier est très inquiet à votre arrivée. Il est habitué à son client ou à des clients qui reprennent des entreprises techniques en étant ingénieur, et puis il vous voit débarquer, et il est assez réticent. Il a de l'argent. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir d'argent, mais il est de débloquer cet argent pour quelqu'un qui doit le rassurer. Alors le rassurer, ce sera le rôle du business plan. Alors le business plan, il a des tas de rôles, bien entendu. Dans votre recherche, vous allez devoir construire un business plan qui représentera tout l'avenir de l'entreprise que vous allez reprendre. Et ce business plan devra rassurer le banquier sur la manière dont vous avez compris la société et la manière dont vous allez la gérer.
et en particulier sur les gens qui, dans la société, la feront tourner techniquement pendant que vous serez le patron tout puissant commercialement et tout puissant financièrement, mais peut-être pas le patron tout puissant techniquement. On va passer maintenant au cédant. Alors, vous voyez là, on vous a mis une photo de cédant qui est un contre-exemple. On n'aurait pas dû mettre celle-là parce que ça, c'est un cédant qui a attendu un petit peu trop longtemps avant de céder. Et nous, au CRA, nous essayons toujours de pousser les cédants à pousser à temps, à céder à temps. Alors, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend bien sûr de l'entreprise, ça dépend de la mentalité du cédant, mais on s'aperçoit qu'un cédant qui reste accroché à sa société pendant trop longtemps, c'est un cédant, d'une part, qui risque à la dernière minute de ne pas céder, et d'autre part, dont la société risque de dériver vers une société en roue libre parce qu'on n'embauche plus de personnel pour remplacer le personnel qui s'en va, on ne remplace plus le matériel obsolète, etc. Donc, ce cédant-là n'est pas exactement représentatif du cédant rêvé. Ceci étant, le cédant a quand même beaucoup d'importance dans votre démarche et vous allez devoir le convaincre. Alors, le convaincre n'est pas facile s'il ne s'attend pas à vous voir venir. Au CRA, nous avertissons les cédants avant de leur envoyer, de les mettre en relation avec un repreneur, nous leur disons attention, nous vous envoyons un repreneur qui n'a peut-être pas exactement le profil auquel vous vous attendez, qui n'est pas un clone de vous-même, mais qui devrait pouvoir faire l'affaire. Donc, le cédant s'attend peut-être à vous voir arriver, à ce que vous ne soyez pas tout à fait classique. Alors, type de cédant. Alors, je vais d'abord éliminer certains cédants qui ne vous vendront certainement pas à vous, parce qu'ils sont ce que j'ai appelé mafioso. Alors mes collègues m'ont dit que c'était méchant, que c'était argotique, que c'était... mais j'espère qu'ils me pardonneront. Ce que je veux dire, ce sont les cédants qui appartiennent à une mafia, comme il y en a dans beaucoup de grandes écoles. Et je pense pas... On parle toujours de la mafia des polytechniciens. Ce n'est pas la pire. Je crois que la pire de toutes, c'est la mafia des gazards. Je crois que jamais un gazard ne vendra sa société à quelqu'un qui n'est pas au moins ingénieur et si possible gazard. Bon, vous pouvez essayer. Je vous offre le champagne si vous parvenez à racheter une société possédée par un gazard. Et peut-être par d'autres, alors il ne faut pas citer seulement ceux-là, il y a d'autres mafias qui sont peut-être pires, mais je les connais moins bien que celles des gazards. Alors il y a le cédant qui est conscient de ses limites. Il a développé sa société, il l'a peut-être développée bien au-delà de ce qu'elle était auparavant. Il a peut-être hérité de cette société de son père ou de son grand-père. Il a peut-être acheté cette société 20 ans avant et il l'a bien développée. Et maintenant, il arrive à ses limites, c'est-à-dire que la société qui a marché à peu près sans service commercial, qui a marché sans difficulté financière, sans site web, sans aucun des moyens modernes de se faire connaître, arrive à ses limites. Et le cédant se dit, mais ma foi, j'ai un chef d'atelier qui est capable de faire tourner l'atelier, donc si la société est vendue à quelqu'un qui est extérieur à mon métier, le chef d'atelier continuera à la faire tourner, et au contraire, la personne qui va arriver devra faire exploser les limites actuelles de ma société en apportant ses connaissances en gestion, ses connaissances en commercial, en exportation, c'est souvent le cas de l'export aussi, et le cédant vous recevra comme pas comme le Messie, n'exagérons pas, mais comme quelqu'un qui va développer sa société au-delà des limites qu'elle a atteintes maintenant. Et puis, il peut être sous le charme. Alors, ça peut vous sembler idiot de parler de charme quand on achète une entreprise, mais n'oubliez pas, c'est le cédant qui sélectionne son repreneur. Si le premier contact
a été excellent. Et le premier contact est essentiel dans la recherche d'entreprise. Si le premier contact a été sympathique, a été chaleureux, si on n'a pas parlé d'argent, mais qu'on a parlé de l'entreprise, de son personnel, des produits qu'elle fait, de la manière dont elle les vend, à ce moment-là, le cédant ne se posera plus la question de la technicité de l'acheteur, mais il sera sous son charme. Et entre 3 ou 4 acheteurs, dont peut-être un ingénieur ou plusieurs ingénieurs, il choisira peut-être le non-ingénieur parce que c'est celui qui l'a convaincu de ses possibilités et de son désir de développer l'entreprise au-delà du stade auquel elle est arrivée. Alors, ça peut sembler idiot, mais on peut, dans une démarche de reprise, se dire que la psychologie des différents acteurs représente 51% de l'ensemble et 49% sont des problèmes techniques et financiers. Mais la psychologie est certainement plus importante que le reste. Alors, oui ou non, parce que la question, je vous rappelle, c'était oui ou non, un non-ingénieur peut-il reprendre une entreprise technique? Alors, oui si à gauche, non si à droite. On reprend la technicité. Si la technicité est faible, oui, vous pouvez la reprendre. C'est une société de bâtiment, une société qui fait de la peinture, une société même qui construit des pavillons préfabriqués, etc. Non, si la technicité est forte, évidemment. De même, la taille, nous avons vu tout à l'heure, si la société est vraiment trop petite, ne vous y hasardez pas, vous allez vous casser les reins. Si la société est petite, mais qu'elle a déjà une structure, que les gens sont remplaçables les uns par les autres, que vous ne dépendez pas totalement d'une personne ou d'une autre, vous pouvez vous hasarder. Alors, quelle est votre valeur ajoutée? Ça, on n'en a pas parlé, mais vous arrivez là-dedans, vous arrivez dans une nouvelle entreprise qui va vous accueillir et vous allez rencontrer tous les membres du personnel et puis vous allez rencontrer la clientèle aussi. Et il faut bien que vous montriez que vous avez quelque chose d'autre. Alors vous avez de toute façon comme valeur ajoutée que vous êtes probablement plus jeune que le cédant. Si le cédant vend pour prendre sa retraite, vous avez cet avantage-là. En dehors de ça, qu'est-ce que vous apportez? Par exemple, votre possibilités, vos capacités à l'export, parce que vous parlez plusieurs langues étrangères, que vous avez l'habitude de l'export, que la société fabrique un produit qui pourrait très bien être exporté à condition d'être pris en main par des gens qui en sont capables. Votre valeur ajoutée, ça peut être aussi d'être bon gestionnaire, éventuellement d'avoir un bon réseau. Je me méfie un peu du réseau parce que le réseau est quelque chose qui n'est pas très durable. C'est à exploiter très vite et puis après le réseau s'estompe. Alors valeur ajoutée, si vous êtes utile à la société, reprenez-la. Si la valeur ajoutée est superfétatoire parce qu'elle n'est pas du tout à l'échelle de l'entreprise que vous allez reprendre, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, elle sera superflue dans l'entreprise et ne justifiera que mal votre présence. Et enfin, pourrez-vous déléguer votre pouvoir technique? Parce que vous n'aurez jamais vous-même la technicité qu'ont les gens dans l'entreprise. Donc la société est-elle organisée de manière à ce que ce pouvoir technique puisse être délégué à un chef d'atelier, un responsable de production, appelez-le comme vous voulez, mais qui, lui, assurera la responsabilité technique sous votre pouvoir et avec votre totale confiance. Si cette délégation est possible, allez-y. Si elle est difficile, n'y allez pas. Faites marche arrière, ça n'a rien de déshonorant. Il y a 7000 entreprises qui se vendent chaque année en France. Si ce n'est pas celle-là que vous prenez, vous en trouverez d'autres. Nous avons fait le tour de la question. Je crois qu'on peut pas. Ça peut sembler un peu superficiel comme approche, mais on n'a pas tellement le choix. Le reste, une approche plus précise ne peut se faire que quand on est en face de l'entreprise, quand on voit sa structure et qu'on voit comment elle fonctionne. À ce moment-là, on peut aller plus loin. Voilà pour aujourd'hui. Je vous propose un autre webinaire, un webinaire suivant, dont la date pourrait être le jeudi 16 novembre 2017, où
le mardi 21 novembre. On a lancé une consultation qui doit être en cours pour l'instant pour savoir si vous avez des préférences, parce que peut-être que certains ne sont jamais disponibles le jeudi, que d'autres ne sont jamais disponibles le mardi. On va voir ce qui en ressort. Et en attendant les résultats de cette consultation, je vous rappelle un certain nombre de choses. D'abord que nous sommes au CRA 230 personnes à votre disposition, que nous sommes présents dans toute la France, que nous travaillons sur des fichiers communs et que vous pouvez prendre contact avec, on vous a indiqué là le numéro de téléphone de notre siège parisien, mais si vous allez sur le site, vous allez retrouver tous les numéros de téléphone, les adresses mail et toutes les adresses physiques de nos délégations de province, 73 délégations au total. Nous avons un site qui est très vivant et où vous retrouverez beaucoup de choses. Cette présentation, vous allez la retrouver dans quelques jours à votre disposition. Et tous ceux qui se sont inscrits l'auront à leur disposition d'ici 4 jours, je crois. D'ici 4 jours. Il y a une question qui vient de nous parvenir que je ne résiste pas à la tentation de vous dire. C'est la question, est-ce que c'est encore Brunet qui va faire le prochain webinaire? Alors, je ne sais pas comment il faut prendre ça, parce que ça peut se prononcer de plusieurs manières. Est-ce que c'est encore Brunet qui va faire le prochain webinaire? Auquel cas, non, ce ne sera pas Brunet. Ou est-ce que c'est encore Brunet qui fera le prochain webinaire? Dans ce cas-là, ce sera peut-être Brunet. Donc, tout dépendra de la manière dont on interprétera cela. Alors, si celui qui a posé la question peut y ajouter un commentaire pour dire de quelle manière ça doit être interprété, ça me ferait grand plaisir. Et en attendant, je vous dis merci de toute façon, mais j'attends le résultat des sondages. Il vient. On va voir quelles seront les préférences pour là. Merci. Jeudi à 75%, mardi à 25%. Donc nous nous retrouverons un jeudi, c'est-à-dire le jeudi, je remonte aux dates proposées, le jeudi 16 novembre 2017 à 11 heures comme aujourd'hui, pour un webinaire qui durera environ une demi-heure comme aujourd'hui, sujet encore en discussion et qui dépendra en particulier de certaines questions que vous pouvez nous poser. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, même après la clôture de ce webinaire. Je vous en remercie. Est-ce que le film est visible maintenant? Non. Alors, quelle est la manière de le retrouver sur le site? Le lien vous sera donné dans le mail que vous recevrez dans 4 jours. Et à ce moment-là, allez voir les histoires de chaussettes techniques et vous verrez que c'est très intéressant. C'est un ancien stagiaire et adhérent du CRA qui a repris ces chaussettes. Je vous remercie et donc rendez-vous le 16 novembre avec moi ou avec quelqu'un d'autre selon la manière dont on interprétera le message qu'on a reçu tout à l'heure. Au revoir.